Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Aujourd'hui, on parle des freelances du numérique. Comment vivent-ils la crise? Sont-ils plus isolés? Quelles stratégies peuvent-ils mettre en place pour rebondir? Pour en parler, nous recevons Yannick Fondeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales au CNAM. Dites-nous en quoi la crise touche différemment les freelances et les salariés. Alors bien sûr, elle les touche très différemment, au moins sur deux dimensions. La première, c'est bien sûr la protection liée au statut de l'emploi et en particulier les dispositifs de maintien des revenus. Les salariés ont pu bénéficier du dispositif d'activité partielle ouvert à leurs employeurs, qui a été spécialement aménagé pendant la crise, qui plus est. Et évidemment, ils ont accès à l'assurance chômage. Alors, les freelances, comme tous les indépendants, bénéficient depuis la fin de l'année dernière de nouveaux droits vis-à-vis de l'assurance chômage, mais ce sont finalement des droits assez limités puisqu'ils ne peuvent prétendre qu'à 800 euros d'indemnisation sur 6 mois et avec des conditions vraiment très restrictives puisqu'il faut avoir exercé son activité non salariée pendant 2 ans en continu, l'avoir cessé pour cause de liquidation, de redressement judiciaire, justifié d'un minimum de revenus par an, qui est de 10 000 euros liés à cette activité, et puis surtout disposer de ressources inférieures au RSA. Donc on voit bien des conditions d'accès à l'assurance chômage qui sont vraiment très restrictives pour les travailleurs indépendants. Alors, les limites de ce système dans la crise actuelle ont conduit à la mise en place, on le sait, d'un dispositif exceptionnel, un fonds de solidarité à destination des TPE, des indépendants et des micro-entrepreneurs, fonds qui visait finalement à remplir le rôle de l'activité partielle pour les salariés. Donc le montant de l'aide, il peut aller jusqu'à 1 500 euros par mois, mais encore une fois avec un certain nombre de conditions, et en particulier une condition de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à l'année précédente, et d'un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, ce qui a encore une fois beaucoup limité l'accès en fait à ce fonds pour les freelances. En fait, ce fonds de solidarité, qui au départ était ouvert à tout le monde, n'a été prolongé que pour un certain nombre restreint de secteurs particulièrement touchés par la crise, ce qui exclut de fait beaucoup de freelances parce qu'ils ont une activité de service aux entreprises qui ne rentre pas dans cette logique. Par exemple, un freelance en communication digitale dont les clients travaillent principalement dans l'événementiel peut être exclu de l'aide alors même que son activité est directement liée à un secteur qui est particulièrement touché par la crise. Donc on voit bien que ce fonds de solidarité n'est pas fait pour les formes de travail externalisées qui sont celles des freelances. Et en même temps, on peut se dire que dans le secteur numérique en particulier, les freelances ont peut-être réussi à transformer cette crise en opportunité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la deuxième dimension que je souhaitais souligner dans les différences entre salariés et freelance par rapport au vécu de la crise. C'est vrai que les freelances ont eu un vécu du télétravail complètement différent de celui des salariés parce que pour eux, c'est un mode habituel de travail et même un mode revendiqué, hein, comme un élément de la liberté et de l'autonomie qu'ils souhaitent exercer dans le cadre de leur travail. Pour les salariés, le télétravail a souvent été voilà, un cadre imposé, nouveau, avec des contraintes particulières. Ils n'étaient pas préparés à ça et voilà, ils n'avaient pas forcément un espace de travail dédié dans le cadre de leur appartement. Ils avaient un espace à partager avec des enfants, un conjoint. Donc voilà.
Surtout les freelances, par rapport aux salariés, ont l'habitude de l'autonomie dans le travail. Ce sont des prestataires. Il n'y a pas de lien de subordination. Ils ont l'habitude du travail en autonomie. Ils n'ont pas besoin d'être micromanagés d'une certaine manière. Et donc là, on voit bien que il ne s'est pas posé les mêmes problèmes de management que l'on a souvent rencontrés dans le cadre de ce télétravail très particulier qu'a connu le salariat. Pour autant, l'activité de freelance, ce n'est pas une activité solitaire. Et elle a besoin de s'insérer dans des cadres collectifs, que ce soit pour trouver des missions, pour s'entraider ponctuellement ou pour constituer des équipes sur des projets ponctuels. Et donc, ne plus se rencontrer physiquement, ne plus pouvoir partager, par exemple, un espace de coworking, a pu peser sur l'activité des freelances, et notamment sur l'activité des plus jeunes, qui se sont trouvés partiellement coupés de l'encadrement informel des freelances seniors dont ils avaient besoin dans le cadre des débuts de leur activité. Pour autant, si on parle des freelances du numérique en particulier, effectivement, on peut se dire ce sont les freelances dont les conditions de travail étaient a priori les plus adaptées au contexte de crise sanitaire, du fait de leur grande habitude, encore plus que les autres freelances du télétravail, via des outils numériques. On peut se dire aussi, et c'est vrai que ça a été le cas pour certaines grandes entreprises, que cette période d'accalmie en termes d'activité a permis de lancer des grands projets de transformation digitale qui étaient en sommeil ou prêts à être lancés. Un certain nombre de grandes entreprises ont saisi l'occasion pour ça, ce qui a pu bénéficier globalement au secteur des services numériques aux entreprises. Mais cette vague-là a davantage profité aux ESN, aux entreprises de services numériques, les anciennes SS2I, qu'aux freelances du numérique, parce que ce sont elles qui sont référencées dans les grands comptes qui ont lancé ce type de projet-là. Et finalement, les freelances qui s'en sont le mieux tirés dans le numérique sont ceux qui étaient connectés à ce type de structure, des opportunités venant par un réseau professionnel solidement constitué en amont. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une fin d'année difficile, probablement, pour ce secteur des freelances du numérique. Comment est-ce que vous voyez, vous, ces freelances du numérique rebondir à l'avenir ? Je pense en fait que les freelances du numérique vont rebondir via de nouvelles formes de collectifs et d'intermédiation favorisant la résilience et la sécurisation. Sans doute que les plateformes de freelancing telles qu'elles se présentent actuellement n'offrent pas des conditions suffisantes pour cette sécurisation de l'activité. Ce sont des plateformes qui permettent généralement la rencontre de l'offre et de la demande. Finalement, ce sont des sortes de marketplace. Or, ce que fait apparaître la crise, c'est un besoin d'accompagnement, un besoin de dispositifs de sécurisation, un besoin de collectif finalement. Et peut-être qu'à côté des plateformes de freelancing ou à la place des plateformes de freelancing, la crise actuelle va favoriser l'émergence de nouveaux réseaux, de collectifs autonomes de freelance que l'on voit déjà apparaître en nombre dans le numérique, y compris sous la forme de la coopérative. Et on peut imaginer que des formes telles que les coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent par exemple d'accéder au statut d'entrepreneur salarié et donc de hacker le salariat, c'est-à-dire de bénéficier en tant que freelance du statut protecteur du salariat, on peut imaginer que ce type de structure, comme la version lucrative portage salarial, sont amenées à se développer et à se diversifier. Merci beaucoup Yannick Fondeur pour votre expertise. Je vous en prie, avec grand plaisir. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.